Les tensions autour du détroit d'Ormuz et les échanges diplomatiques associés structurent l'actualité internationale. Dans plusieurs régions, les effets économiques liés à l'énergie se traduisent par des ajustements budgétaires, des révisions de croissance et des mesures de soutien. Parallèlement, des décisions judiciaires, institutionnelles et politiques viennent marquer les équilibres internes dans de nombreux pays. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? La Cour suprême ouvre la voie à l'abandon de la procédure visant Steve Bannon, condamné pour outrage au Congrès sur 2 chefs d'accusation liés à son refus de coopérer avec la commission du 6 janvier. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis promulgue une loi permettant de désigner certaines organisations comme terroristes, avec des mesures incluant leur dissolution et l'expulsion d'étudiants soutenant ces groupes. À Washington, des organisations comme l'American Historical Association et American Oversight engagent une procédure judiciaire pour contraindre l'administration Trump à respecter la loi de 1978 sur la conservation des archives présidentielles. En Géorgie, un second tour législatif oppose le républicain Clay Fuller au démocrate Shawn Harris dans une circonscription où Marjorie Taylor Greene avait remporté 64,4% des voix. L'American Bar Association juge non qualifiée Kathy Lange, candidate à un poste de juge fédéral dans le Montana, une majorité de son comité rendant cet avis. Marie Daly, présidente de la Federal Reserve Bank of San Francisco, déclare que les fondamentaux de l'économie américaine restent solides. Le service postal américain suspend des contributions patronales au système de retraite fédéral, représentant 200 millions de dollars toutes les 2 semaines, avec une économie estimée à 2,5 milliards de dollars jusqu'au 30 septembre. Le département du Trésor indique un déficit budgétaire de 164 milliards de dollars en mars, en hausse de 4 milliards sur un an. Concernant l'Amérique latine, À La Havane, Pramila Jayapal et Jonathan Jackson appellent à une baisse des tensions entre les États-Unis et Cuba lors d'une visite de 5 jours. Au Brésil, le gouvernement inscrit le constructeur BYD sur une liste liée à des conditions de travail assimilées à l'esclavage, concernant 163 travailleurs. À Bogota, Gustavo Petro annonce un décret d'urgence économique et une réforme fiscale visant à financer un budget de 546,9 billions de pesos. À Mexico, le Sénat confirme Roberto Velasco comme ministre des Affaires étrangères par 81 voix contre 30. À Sao Paulo, l'espace aérien est temporairement fermé après une panne électrique affectant les aéroports de Congonha et Guarulhos. Le Brésil annonce qu'il fera appel d'une décision suspendant une taxe de 12% sur les exportations de pétrole. Au Mexique, un incendie touche la raffinerie de Do Boca, mobilisant 150 spécialistes dans un site conçu pour produire jusqu'à 340 000 barils par jour. À Cuba, la Russie confirme une aide énergétique continue après une livraison de 700 000 barils de pétrole. voici l'actualité du continent européen. À Bucarest, la justice lève les mesures de contrôle judiciaire visant Andrew et Tristan Tate dans une enquête portant notamment sur la traite d'êtres humains. En Russie, un tribunal condamne l'ancien gouverneur de la région de Koursk, Alexei Smirnov, à 14 ans de prison pour corruption. À Kiev, le Parlement adopte un premier texte fiscal dans le cadre des exigences du FMI, alors que le pays doit mobiliser 52 milliards de dollars de financement extérieur. Le Portugal encadre l'usage de la base de l'âge aux Açores par les États-Unis, avec 76 atterrissages et 25 survols autorisés sous condition de ne pas viser d'infrastructures civiles. La Commission européenne indique que la crise énergétique liée au conflit avec l'Iran ne sera pas de courte durée, alors qu'environ 8,5% du GNL et 7% du pétrole de l'Union transitent par le détroit d'Ormuz. La Banque mondiale abaisse la croissance attendue pour les économies d'Europe et d'Asie centrale à 2,1%, contre 2,6% précédemment. L'Ukraine et la Russie échangent des corps de militaires, avec 1000 corps remis à Kiev et 41 à Moscou. L'Espagne annonce la réouverture de son ambassade à Téhéran et condamne les frappes d'Israéliennes au Liban. La France double son soutien public à l'électrification à 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. La Banque centrale européenne soutient un projet de centralisation de la supervision financière au niveau de l'Union. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au Nigeria, dans l'État de Kaduna, des responsables chrétiens contestent la version de l'armée affirmant avoir secouru 31 personnes après une attaque d'église. Dans l'État du Niger, des hommes armés attaquent les villages de Banya et Erena, faisant au moins 20 morts selon les habitants. La Banque mondiale estime que l'économie nigériane devrait croître de 4,2%, malgré une inflation de 15,06% et une hausse de plus de 50% du prix du carburant. En Afrique du Sud, l'indice PMI atteint 50,8,
signalant un retour à la croissance du secteur privé. La production manufacturière sud-africaine recule de 2,8% sur un an en février. La Banque mondiale abaisse la croissance de l'Afrique subsaharienne à 4,1%. À Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est donné favori pour un 6e mandat à l'élection présidentielle. L'Afrique du Sud publie un projet de politique nationale sur l'intelligence artificielle. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Thaïlande, le gouvernement prépare des réformes économiques incluant une loi omnibus et une super licence dans un délai de 180 jours. Au Japon, les dépenses des ménages reculent de 1,8% sur un an. À Singapour, un plan de soutien de 780 millions de dollars est annoncé pour faire face aux effets du conflit au Moyen-Orient. Au Vietnam, Thulam est élu président et le Minh Premier ministre pour un mandat de 5 ans. La Banque mondiale prévoit une croissance de 6,3% en Asie du Sud, contre 7,0% précédemment. En Inde, une conférence mondiale sur l'acier prévue les 16 et 17 avril est reportée. Au Myanmar, un cabinet de 30 ministres est approuvé autour de Min Aung Hlaing. La Chine enregistre une inflation des prix à la production de 0,5%, mettant fin à 41 mois de baisse. La Banque de Corée maintient son taux directeur, avec un budget additionnel de 26,2 billions de won évoqué. Les responsables financiers de l'ASEAN expriment leurs inquiétudes face aux tensions internationales. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie opposent leur veto à une résolution sur la protection de la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'ONU déploie un émissaire en Iran pour soutenir une solution durable au conflit. Au Liban, des frappes israéliennes font plus de 250 morts et plus de 1100 blessés selon les autorités locales. À Istanbul, une fusillade près du consulat israélien fait un mort et 2 blessés parmi les assaillants. À Islamabad, la capitale est sécurisée avant des discussions entre les États-Unis et l'Iran, avec une zone de 3 km autour du Serena Hotel. Le Pakistan indique que le Premier ministre libanais Nawaf Salam sollicite son soutien pour faire cesser les attaques. Les discussions entre Washington et Téhéran s'ouvrent dans un contexte de tensions persistantes sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump affirme que les États-Unis parviendront à rouvrir le détroit. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.